L'échec de Camp David ne sonnait pas nécessairement les trompettes de l'Apocalypse. Des avancées avaient eu lieu, les tractations se poursuivaient. Mais au lieu de bâtir sur ses acquis, Barak multiplia les accusations contre le président palestinien et surtout commença à reprendre le vieux slogan de la droite. Nous n'avons pas d'interlocuteur palestinien. Relayée par les journalistes et les médias, cette thèse devint un dogme répété à satiété. Barak se consacra alors à une seule tâche, révéler le véritable visage d'Arafat. Il ne négocia plus pour aboutir, mais pour montrer que l'on ne pouvait pas aboutir. De fait, il réussit à convaincre son opinion publique que désormais c'était eux ou nous. Il porta ainsi un coup mortel au camp de la paix israélien. Uri Avneri, vieux militant pacifiste israélien, qualifia Barak de criminel de paix. Barak s'était d'ailleurs préparé en cas d'échec à Camp David à faire porter la responsabilité sur Arafat. Le professeur israélien Gadi Wolffeld, dans son livre Media and the Path to Peace, a mis en lumière cette stratégie de communication et le rôle néfaste que jouèrent les médias israéliens, relayés sans discernement par la presse occidentale. Comme l'explique un des chargés de la communication de Barak à Wolfsfeld, nous avons réussi du point de vue des relations publiques à faire que la position israélienne soit reprise par les médias internationaux, américains et nationaux. Et cette campagne a permis de convaincre nombre de dirigeants internationaux du courage de Barak et du refus d'Arafat. Il faut reconnaître que les dirigeants palestiniens restèrent longtemps muets. Une nouvelle fois, ils ne mesuraient pas l'importance de la bataille médiatique et que les journalistes israéliens se reposèrent uniquement sur des sources officielles émanant de l'entourage de Barak. L'opinion israélienne bascule alors. Le déclenchement de la seconde intifada, confortant sa vision d'un complot d'Arafat. Sourde aux souffrances endurées par la population palestinienne et à ses revendications nationales, elle interprète ce soulèvement comme la confirmation que l'autorité ne veut pas la paix. Le 28 septembre 2000, Ariel Sharon s'impose de manière provocatrice sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le lendemain, quelques dizaines de jeunes lancent des pierres. La police riposte et tue 4 personnes. En 3 jours, elle abat 30 personnes et fait 500 blessés. Les Palestiniens se révoltent. Ils réclament la fin immédiate de l'occupation, ni plus ni moins. En à peine plus d'un mois, plus de 200 Palestiniens sont tués, dont plus d'un tiers en moins de 17 ans. Pour répondre à cette incroyable brutalité, l'intifada se militarise à partir du début de novembre. Les attentats suicides se développeront à partir de février 2001, après la victoire d'Ariel Sharon aux élections. Cette intifada, expliqueront successivement Ehud Barak et Ariel Sharon, est téléguidée par Yasser Arafat. C'est lui qui l'a déclenchée, c'est lui qui la manipule. Ce récit convaincra une grande partie de l'opinion israélienne, mais il relève de la pure propagande, comme on le découvrira au fil des années.
au début de 2006, Yuval Diskin, chef du Shin Bet, les services de renseignement israéliens, explique que les émeutes dans les territoires occupés n'avaient pas été préméditées et qu'aucun plan conçu par Arafat n'avait été déclenché. Déjà, en juin 2004, le général Amos Malka, chef du renseignement militaire à l'époque du début de la seconde intifada, déclarait que ses services n'avaient pas l'ombre d'une preuve qu'Arafat aurait déclenché les émeutes. Toutes ces informations, et bien d'autres, ont été révélées notamment par le journaliste Akiva Eldar de Haaretz, qui évoque le lavage de cerveau qu'a subi l'opinion israélienne. Les tentatives successives de bâtir un cessez-le-feu échouent. La multiplication des factions et des groupes palestiniens échappant à une autorité centrale ne facilite pas la tâche. Mais les pratiques israéliennes poussent aussi à l'escalade. Ainsi, le terrible attentat de la pizzeria Sbarro à Jérusalem le 9 août 2001, qui tue 15 Israéliens, est organisé en représailles à l'assassinat 10 jours plus tôt du cheikh Jamal Mansour, un dirigeant du Hamas de Naplouse. Mansour, tué aux côtés de 7 autres personnes, dont 2 enfants, venait pourtant de publier un texte condamnant la pratique des attentats suicides de la part de sa propre organisation. Autre exemple, une trêve a été obtenue le 16 décembre 2001. Le 14 janvier, le commandement politique et militaire israélien fait assassiner Raed Karmi, dirigeant militaire du Fatah à Tulkarem. Comme s'en souvient le docteur Matti Steinberg, à l'époque conseiller politique du Shin Bet pour les affaires palestiniennes. Une telle action allait pousser le Fatah à utiliser l'arme des attaques suicides et à une compétition avec le Hamas pour savoir qui allait tuer le plus de juifs. Bien que le gouvernement israélien porte la responsabilité première dans l'explosion de la violence, la direction palestinienne ne peut être totalement exonérée du cours fatal pris par les événements. Marquée par les pratiques autoritaires de Yasser Arafat, agitée par les luttes de clans, elle a fait preuve d'une mortelle paralysie durant toute la crise. Elle n'a été capable ni de formuler ses objectifs avec suffisamment de clarté, ni de définir une stratégie pour la seconde intifada, ni de répondre aux inquiétudes du peuple israélien. Elle a même avivé ses craintes par des déclarations intempestives sur le droit au retour des réfugiés ou par l'expression de doutes sur le caractère sacré du mont du Temple pour le judaïsme. Convaincue que les États-Unis contrôlent 99% des cartes de la négociation, Yasser Arafat a négligé un facteur crucial. Aucun accord n'est possible sans le soutien de l'opinion israélienne. Jusqu'à la dernière minute, l'autorité sous-estimera les risques d'une victoire d'Ariel Sharon aux élections du 6 février 2001, persuadée que les États-Unis ne la permettront pas.